de l'Université de Québec à Montréal, au Canada, qui est spécialiste du comportement du consommateur appliqué à une consommation responsable, et également cofondatrice de l'Observatoire de philanthropie. Donc, Elisabeth commencera en exposant les déterminants clés de la philanthropie des individus. Puis Léo Trespoch, professeur à l'école de gestion de l'Université du Québec à Trois-Rivières, spécialiste en impact marketing et également cofondateur de l'Observatoire de la philanthropie, s'adressera plutôt aux étudiants et aux enseignants-chercheurs pour proposer des outils d'analyse pour comprendre comment les acteurs du tourisme peuvent développer ces activités. Et enfin, nous avons également la chance de recevoir ce soir Jean-Pierre Mayol, qui est responsable des produits et partenariats de voyage chez Air Canada, qui exposera les actions mises en place au sein de la compagnie aérienne pour favoriser les dons des touristes. Je profite de dire ce petit mot pour remercier nos partenaires. Je représente aujourd'hui en tant qu'attaché de coopération universitaire le pôle d'enseignement supérieur de la recherche et l'innovation du Consulat général de France à Ouran. Et nos partenaires sont l'AFMAT, l'Association francophone de management du tourisme, l'Observatoire de la philanthropie, l'École des sciences de la gestion à l'Université Québec à Montréal, l'École de gestion de l'Université Québec à Trois-Rivières et également Air Canada. Donc, je remercie nos partenaires, nos intervenants et je passe la parole à Elisabeth. Merci. Merci à toi, Sébastien. Merci à tous d'être présents. C'est formidable sur 3 fuseaux horaires d'être ensemble et de pouvoir vous faire cette présentation. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon. Parfait. Donc, nous allons partager le temps de parole avec Léo Trespoch. Par rapport à nos slides. Ça va donner un peu de dynamisme aussi dans la présentation. Donc, si vous voulez, on voulait en tout premier lieu vous présenter une définition. De cette façon, vous allez savoir de quoi on parle et on sera tous d'accord par rapport à la thématique de la présentation d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on entend par philanthropie? La philanthropie, qu'elle soit individuelle, c'est-à-dire qu'elle part des individus, ou corporative, c'est-à-dire qu'elle part des entreprises, va englober tout acte soutenant l'amour de l'humanité, donc l'amour des autres, et son indissociable environnement. Par environnement, on entend l'environnement économique, l'environnement social, mais aussi l'environnement naturel, la préservation de l'environnement. Donc, ça nous semblait très important de vous expliquer ce point en tout premier lieu. On est ensuite allé chercher une définition issue des travaux de Kirchard et de Wolfgang Delbeveld en 2012, qui expose en fait un point très important, c'est comprendre les fondements de la philanthropie, dans le sens où en philanthropie, il faut garder une mission en tête et que l'objectif est d'aider les citoyens avec les dons qu'ils souhaitent faire et aussi d'identifier l'ensemble des parties prenantes pour les organismes philanthropes. Parce que les attentes des acteurs sont très différentes et qu'il est primordial d'avoir conscience et de les garder en tête et de bien réaliser les actes philanthropiques quand on souhaite donner. Parce que comme on va le voir, c'est quelque chose d'assez complexe. Donc, en tout premier lieu, comme nous, le professeur Trespoch et moi-même, on est au Québec, on voulait vous faire un petit état des lieux de ce qui se passe au Québec, parce que comme vous allez le voir, on est quand même proche de ce qui se passe aussi en Chine par rapport aux pratiques de dons. Donc, nous avons mobilisé une étude qui a été réalisée par la firme Épisode en 2021 en collaboration avec l'Institut Léger, qui montre qu'en fait, les Québécois, 46% des Québécois réalisent des dons et que bien sûr, la pandémie a freiné un peu cette tendance. Il y a eu une diminution de 8% par rapport à 2018, que l'on peut expliquer tout simplement à cause du contexte de la pandémie et de la diminution des revenus. Mais les études montrent que quand même, objectivement, normalement, on pourrait s'attendre à ce que les dons reprennent et qu'il y ait une augmentation qui revienne en 2021. Ce dont on s'aperçoit, c'est que les hommes donnent plus que les femmes, d'accord, mais pour autant, les femmes choisissent les causes
à laquelle les hommes vont donner. Et donc, il existe plusieurs secteurs privilégiés par les individus. On voit qu'au Québec, c'est surtout la santé en premier, les services communautaires locaux et l'enfance et la jeunesse en troisième position. Comme vous allez le voir, la culture et le tourisme sont vraiment pas encore développés du tout au Québec. Donc, cette étude de l'Institut, commanditée par la firme Épisode en réalisation de l'Institut Léger, a réalisé des profils, des typologies de donateurs, a réalisé une approche par segmentation en fonction des générations. Ils ont fait ça auprès d'un panel de 2500 individus. Comme vous le voyez, il y a 5 profils. Ils sont allés donc collecter 500 réponses par génération, par profil de génération. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que la génération Z, qui touche bien sûr les étudiants qui nous écoutent en grande partie, donc des étudiants qui sont nés en 96 et après, réalisent 39% des dons en moyenne annuellement. Ces individus aiment la technologie, la diversité, l'éducation, mais pour autant font preuve d'anxiété. Donc ça, c'est important par rapport à l'environnement et à l'évolution du contexte social et économique. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. C'est très important quand on souhaite communiquer à l'égard du soutien d'une cause. Je vous expliquerai un peu plus après pourquoi. Ensuite, on a la génération Y, née entre 1980 et 1995. Eux, ils sont responsables de 41% des dons au Québec. Ils souhaitent vivre des expériences, des émotions. Ils sont flexibles au travail et utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour chercher de l'information et chercher les causes qu'ils souhaitent appuyer. Ensuite, on a la génération X, née entre 1966 et 1980, responsable de 40% des dons. Eux, ils cherchent un équilibre entre la famille et le travail. Ils utilisent aussi les réseaux sociaux et ils sont assez indépendants, autonomes, mais cherchent à participer quand même à la société en contribuant. Avant-dernier, on a les boomers qui donnent 52% des dons. Ils consomment des loisirs puisqu'ils sont à la retraite, d'accord? Donc, ça serait une cible intéressante à investiguer pour développer les dons à la culture, ainsi que le segment des matures qui donnent 61% des dons, qui ont un sens du devoir appuyé, un sacrifice, une épargne qu'ils ont mis de côté et qui sont assez fidèles à la cause une fois qu'ils la choisissent. Donc, ce que cette étude nous montre, c'est que les jeunes sont de plus en plus exigeants, par rapport à leur impact de leurs dons. Ils ne veulent pas juste donner pour donner, ils veulent choisir leur cause. Et donc, la façon dont on va leur présenter les causes à appuyer, pour lesquelles ils peuvent faire leurs dons, est très important. Donc, ils veulent choisir qui ils souhaitent aider et choisir leur cause, ce qui est très différent de la cible mature ou boomer qui, eux, traditionnellement, donnaient à des organismes, à des fondations, et la fondation donnait pour eux. Là, aujourd'hui, les jeunes générations souhaitent choisir les causes eux-mêmes. Donc, en Chine, ce qui se passe, c'est que l'héritage culturel du don est en lien avec les valeurs des individus. C'est un héritage quand même issu de la religion, du confucianisme, du taoïsme, du bouddhisme, et c'est quelque chose qui est ancré dans la population. Pour autant, on souligne quand même qu'il y a eu un véritable tournant qui a été la réponse suite au tremblement de terre en 2008 au Sichuan, et que là, les citoyens chinois ont développé une réponse très forte des citoyens. On évalue à peu près une multiplication par 30 des dons à des organismes de bienfaisance. Il y a eu vraiment, cette cause a vraiment sensibilisé les gens et les citoyens ont voulu participer pour aider leurs concitoyens. Donc désormais, depuis cette date-là, les dons ont continué d'augmenter. En 2017, on évaluait que les dons s'élevaient à 23,4 milliards d'US dollars,
soit une augmentation à peu près annuelle de 7%, et on évalue le don de la population chinoise à peu près à 0,2% du PIB, ce qui est très important. Donc, ce phénomène d'augmentation des dons est dû en partie à l'amélioration, bien sûr, du niveau de vie de la population, au développement économique et à l'émergence de la richesse de certaines populations, certaines personnes, qui ont contribué à la redécouverte de la philanthropie. Donc, il existe de plus en plus de grands philanthropes aujourd'hui et de nombreuses fondations ont vu le jour. En principe, ils préfèrent en premier donner à des causes liées à l'éducation, aux jeunes entrepreneurs, à la recherche aussi, et à la protection de l'environnement et au changement climatique, ce qui est nouveau depuis les années 2010. Le volontariat s'est aussi beaucoup développé au sein des communautés, mais ça vient aussi de l'héritage historique et culturel de donner à son prochain. Donc, ça s'est développé aussi grâce aux réseaux sociaux et à certains outils technologiques, comme on le voit grâce à l'application WeChat, qui sont des outils vraiment intéressants pour favoriser le don des citoyens à l'égard de causes. Tant qu'ils peuvent cibler les causes, ensuite identifier les causes. Et les causes en Chine, enfin, il y a énormément de fondations qui se sont développées, notamment dans le domaine du tourisme. Donc, je vais céder la parole à Léo qui va vous expliquer les antécédents de la philanthropie. Bonjour à tous, merci à Sébastien et à l'AFMAT pour cette invitation sur ce panel. Donc, effectivement, pour faire suite à ce qu'a dit Elisabeth, je vais vous présenter brièvement une étude qui a été réalisée l'année dernière en collaboration avec le professeur Menville. On s'est intéressé à la philanthropie et ses antécédents dans cette étude. Donc, pour faire cela, on avait collecté 100 000 tweets en lien avec des associations caritatives et on voulait voir qu'est-ce qui se passait un peu sur les réseaux sociaux. Et donc là, on avait vu que les individus, ils avaient tendance ou à critiquer l'association ou l'ONG, ou autrement à la remercier, la féliciter. Et pour aller plus loin, on s'est intéressé aux antécédents et là, on a fait une collecte auprès de 300 répondants. Ce qui est ressorti de cette collecte, c'est que la responsabilité de la fondation, donc comment elle agit, comment elle apporte, comment elle amène une plus-value sur le plan environnemental, sur le plan social, c'était le principal levier qui va motiver les donateurs à donc participer, à donner de l'argent ou donner du temps avec du bénévolat. Ensuite, on avait du côté plus de l'individu, il y avait l'altruisme, donc le fait de vouloir aider les autres, qui est un trait de personnalité, qui était un des principaux antécédents du côté consommateur. Puis ensuite, le besoin d'appartenance, quand on participe à des actions philanthropiques, on rencontre d'autres personnes qui sont dans cette même mouvance, qui ont cet altruisme, et donc ça permet de combler ce besoin d'appartenance. Donc, c'était les principaux antécédents qui ont été mis en avant dans cette recherche. Je vais redonner la parole à Elisabeth pour la suite. Qui est en muet. Hop, vous m'entendez, c'est bon? Ok. Donc, les touristes et les actes de don. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte que les individus vont donner pour une cause en général, mais aussi dans le tourisme? Les déterminants, ça va être le côté altruisme, le fait de donner pour aider les autres et ceux qui en ont besoin. On a identifié aussi la culpabilité et l'angoisse. D'accord? C'est le fait même si l'individu ressent une culpabilité, il va donner pour pouvoir réduire son inconfort psychologique. D'accord? L'efficacité de l'impact est aussi un déterminant, de savoir que le don va servir à quelque chose et qu'il va y avoir un retour et qu'on va être informé et que ça ne va pas partir dans un projet assez obscur, est un déterminant important. Les gains personnels, c'est-à-dire le fait qu'on va pouvoir avoir une contrepartie, peut aussi être un déterminant pour faire en sorte que l'individu donne. Il y a aussi tout simplement des individus qui vont donner pour donner, qui vont avoir du plaisir à donner,
Il y a aussi le prestige et la réputation de la cause que l'on va soutenir et la réciprocité, d'accord? C'est-à-dire qu'on va donner par rapport à quelque chose que l'on a reçu et ça, on le voit, c'est très présent dans le domaine universitaire, dans vous savez, quand on a fini sa formation et qu'on a eu la chance d'avoir une bourse, alors l'individu, une fois qu'il sera en poste et qu'il travaillera, va redonner à son université afin qu'il puisse soutenir d'autres étudiants. Enfin, la religion et les valeurs sont des déterminants très importants pour favoriser le don. Donc, dans le tourisme, en Chine, beaucoup d'actions ont été mises en place dans le secteur touristique. Et on voit, ce que l'on a pu identifier, c'est qu'il y a un rôle vraiment crucial du secteur touristique privé dans le fonctionnement du tourisme sur le territoire pour contribuer au bon fonctionnement de la société, d'accord, dans lequel le tourisme va se développer. Il y a une nécessité il y a une place pour les fondations pour contribuer au développement du secteur touristique et il y a un réel besoin. Donc, je vous ai mis des photos d'un exemple, c'est le Lao Stone House ou le Bona Village qui ont été soutenus par la Fondation chinoise pour la diminution de la pauvreté et l'e-Fondation. C'est un projet justement qui visait à intégrer les acteurs locaux, à leur apporter un revenu additionnel aux populations locales, aux agriculteurs, et bien sûr les sensibiliser, les inciter à protéger l'environnement naturel dans lequel ils vivent et bien sûr de faire en sorte, si vous voulez, que les personnes locales comprennent l'intérêt qu'ils peuvent retirer d'une activité touristique tout en préservant l'environnement naturel. Donc, en ayant l'appui de fondations de ce type-là, ça permet de mettre le petit coup de pouce et de développer des projets de tourisme durable, mettant en valeur les caractéristiques locales et les attraits des régions. Voilà. Donc, nous avons réalisé des études qui portent sur le flight shame, c'est-à-dire la honte de prendre l'avion récemment, et de voir les actes de don qui étaient associés à cette honte de prendre l'avion, puisque l'avion est un moyen de transport polluant, mais nécessaire quand on se déplace et quand on veut aller dans une destination touristique. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? On a identifié qu'en fait, les personnes qui allaient faire des dons étaient sensibles à l'environnement. Donc, la sensibilité environnementale, qu'est-ce que c'est? C'est une prédisposition à prendre des mesures environnementales responsables. Par exemple, si on ne peut pas se rendre dans notre destination touristique en bateau, par exemple, parce que ce n'est pas possible, on va prendre l'avion, mais pour autant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a plusieurs déterminants à l'acte philanthropique, au don. Ça va être cette conscience environnementale, d'accord, mais aussi le degré d'anxiété que l'individu va ressentir à l'égard de l'environnement, d'accord, et les émotions négatives fortes qu'il va ressentir. C'est-à-dire que s'il est dans une situation vraiment d'inconfort, être très gêné et même avoir une angoisse, alors l'individu sera plus disposé à faire un don. Voilà. Et je pense que Pierre-Jean Mayol va nous en parler tout à l'heure et va expliquer comment justement ils arrivent à offrir des services pour permettre aux individus justement de transformer ceci en acte de don. Donc, je vais céder la parole à Léo Trespoch pour nous expliquer sur les réseaux comment ça se passe. Alors, merci. Donc, les réseaux sociaux, on vit tous avec, qui ne cessent de se développer. Selon la recherche, qu'est-ce qui a changé les réseaux sociaux? C'est qu'on a aujourd'hui tous des identités virtuelles. Des identités virtuelles que l'on va nourrir et on va essayer de se présenter sous son meilleur jour sur ces réseaux sociaux. Meilleur jour qui, des fois, du coup, il peut y avoir un décalage entre notre identité virtuelle et notre identité réelle. Et on a aussi le phénomène du conformisme social qui fait que sur les réseaux sociaux, vu qu'on va chercher les likes des autres individus, on va chercher la validation sociale, on va tous de plus en plus se ressembler et de plus en plus être similaires. Et il y a comme ça un phénomène au niveau mondial avec la mondialisation qui fait que les internautes
se ressemblent de plus en plus. Donc ça, c'est la partie réseaux sociaux que vous connaissez tous. En lien avec les réseaux sociaux et qui a un impact sur la philanthropie, il y a le phénomène du slacktivisme qui est apparu. Slacktivisme, c'est un néologisme qui est la contraction de laqueur, qui est paresseux, et activiste. Le slacktivisme, qu'est-ce que c'est? C'est des individus qui cherchent à avoir un maximum d'impact avec un minimum d'effort. Donc, ils vont aller signer des pétitions en ligne, ils vont aller liker des posts d'ONG. Et quand ils ont fait ce like ou ce partage d'informations, eh ben, ils ont l'impression du devoir accompli et que leur bonne action est réalisée et que ça suffit, qu'il n'y a pas besoin d'aller militer dans la rue, qu'il n'y a pas besoin de faire un don à l'ONG, que c'est fini. Ils ont cliqué sur like, ils ont partagé l'info. Et donc, c'est bon. Et ce partage d'informations sur leur profil leur donne une identité virtuelle de philanthrope. Donc, ça, c'est pour la partie définition du slacktivisme. Quelques exemples, on a le Black Lives Matter aux États-Unis qui a pris vraiment de l'ampleur sur les réseaux sociaux, le printemps arabe, les gilets jaunes où il y avait une partie de militantisme, mais aussi une grande partie virtuelle. Donc, avec ce minimum d'effort, il y a des fois un impact et des fois, ça va modifier les lignes, ça peut changer les choses. Mais le problème pour les ONG du tourisme et de manière générale, c'est que ces individus ne font pas de dons et ils ne font pas de bénévolat non plus. Ils ont juste liké le post en ligne. Donc, la difficulté, c'est d'aller mobiliser des individus pour aller chercher des dons ou pour aller chercher des bénévoles. Et c'est ce qui est de plus en plus difficile avec les jeunes générations. Donc, il y a un vrai problème autour de ça. Là, sur le slacktivisme, il y a deux camps dans la recherche académique qui s'affrontent. Il y a un camp de chercheurs qui dit c'est une première étape et donc l'individu il va liker des billets de blog pour des causes environnementales. Et après, pour éviter une dissonance cognitive entre sa personnalité réelle et sa personnalité en ligne, il va finir par adopter des comportements plus écologiques, il va finir par faire des dons à des associations environnementales. Donc, il va finir par faire correspondre son identité virtuelle avec son identité réelle. Donc, selon ces auteurs, le slacktivisme, ce serait un premier pas vers un activisme réel et donc, ou quelque chose en parallèle, donc ce serait quelque chose de positif. L'autre camp des chercheurs, la deuxième partie, considère le slacktivisme comme du bruit et que c'est des individus qui cherchent le moindre effort et qui ne seront jamais engagés et qui ne feront jamais de dons réels. Et donc, c'est quelque chose de négatif qu'il ne faut pas favoriser. Donc, entre ces deux camps, je vous laisse le soin de trancher si c'est quelque chose de positif ou de négatif sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'était pour la partie des nouveaux philanthropes, des nouveaux types de comportements que l'on retrouve en lien avec le développement des réseaux sociaux. On va passer à la prochaine slide qui, elle, porte du côté des entreprises. Du côté des entreprises, il y a plusieurs paradoxes à faire de la philanthropie. Le premier paradoxe, c'est le paradoxe entre une entreprise, sa première vocation, c'est de générer des profits. Donc, comment elle peut d'un côté générer des profits et d'un autre côté faire des dons envers diverses causes. Donc, ça, c'est un premier paradoxe à résoudre. Le deuxième paradoxe en lien avec le tourisme, c'est que vous allez par exemple aux Seychelles ou dans des endroits très protégés où il y a des coraux, il y a tout un bel environnement et vous implantez un énorme complexe hôtelier qui va par sa présence dégrader la destination touristique, l'environnement de la destination touristique. Donc, d'un côté, l'hôtel va dégrader la destination touristique et d'un autre côté, elle va réaliser des actions philanthropiques pour préserver la destination touristique. Donc là, on arrive sur un deuxième paradoxe.
Donc ça, c'est les études, par rapport à ces paradoxes, les études ont montré que des entreprises qui allaient adopter des stratégies de philanthropie corporative avaient un lien avec la performance en forme de U inversé. C'est-à-dire que vous ne faites pas de philanthropie corporative, vous avez une certaine performance financière. Si vous commencez à avoir une stratégie de philanthropie corporative, eh ben votre performance financière va augmenter. Donc, elle va augmenter parce que les parties prenantes, les consommateurs, ils seront satisfaits que vous soyez engagé dans des démarches de philanthropie corporative. Vos salariés, il y aura peut-être moins de turnover et vous allez avoir des salariés de meilleure qualité. Donc, ça va aussi avoir un impact sur votre performance financière. Donc, selon ces recherches, d'adopter des démarches de philanthropie corporative permet d'augmenter la performance financière. Mais si vous allez trop loin dans vos dépenses en philanthropie corporative, ça va nuire à votre performance financière. Parce que ce qu'on peut comprendre, si l'ensemble de vos profits vont à des causes environnementales ou sociales, ça va finir par nuire sur la performance de l'entreprise. Donc, il y a un juste équilibre à atteindre dans ces démarches de philanthropie corporative pour satisfaire les différentes parties prenantes. Dans une étude toujours sur cette thématique réalisée avec le professeur Robineau et monsieur Zaragoza, on s'est intéressé à un autre aspect, c'est comment communiquer et comment valoriser la philanthropie corporative quand on est un hôtel. Donc, il y a deux grandes options. C'est où vous êtes l'hôtel ou une entreprise du tourisme et vous faites des actions philanthropiques en direct. Donc, vous communiquez sur le site internet de l'entreprise, vous mettez des démarches, si on reste dans les îles pour voyager, de protection des tortues et ce genre de choses. Et donc, vous essayez de faire ça dans la coquille de l'entreprise. L'autre solution, c'est vous créez une fondation au nom de l'entreprise. Et du coup, toute la partie philanthropique sera réalisée par la fondation. Donc là, je vous laisse utiliser votre intuition pour savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux entre utiliser l'entreprise directement ou passer par une fondation. Les résultats de notre étude montrent que la fondation, c'est beaucoup plus efficace. C'est beaucoup plus efficace parce que ça va amener de la légitimité. On a vu dans la philanthropie corporative, il y a différents paradoxes. Et donc, de cette légitimité, elle est très importante à aller trouver. Et quand vous créez une fondation au nom de l'entreprise, donc là, vous avez l'exemple de la fondation Hilton, vous avez tout le tissu philanthropique, les autres fondations qui vont partager vos actions sur les réseaux sociaux et qui vont vous adouber en tant qu'acteur du tissu philanthropique. Donc, c'est très important de créer cette fondation. Et les parties prenantes, que ce soit les consommateurs, les salariés, les acteurs de la destination touristique, ils vont aussi, dans leur perception, penser que la fondation, elle est séparée de l'entreprise et qu'elle a ses propres décisions. Et ça aussi, ça va amener de la légitimité que d'un côté, on a l'entreprise qui va chercher des profits, si je caricature, et d'un autre côté, on a la fondation qui est une entité séparée qui, elle, dont la mission va être de protéger la destination touristique d'un point de vue social et environnemental. Donc, c'est quelque chose de très important. Et dans cette étude, donc, on avait téléchargé l'ensemble des tweets en lien avec des fondations hôtelières et l'ensemble des tweets en lien avec des marques hôtelières qui ont des actions philanthropiques en direct. On avait isolé les tweets qui parlaient d'actions philanthropiques et on avait vu le résultat qui était vraiment flagrant, que les fondations hôtelières, quand elles communiquaient, leur message était partagé par plein de fondations, qui soient hôtelières ou non, mais il y avait comme ça un rayonnement et une légitimité apportée par le tissu philanthropique que l'on ne retrouvait pas quand la philanthropie corporative était communiquée directement par l'entreprise hôtelière. Donc voilà, ça c'était le résultat d'une autre étude que je souhaitais partager avec vous et qui conclut ma partie. Et je vous invite à rejoindre l'Observatoire sur les réseaux sociaux ou à nous suivre sur notre site internet si vous voulez être au courant de dernières recherches sur cette thématique.
Elisabeth est toujours en muet, mais on va laisser la parole à Pierre-Jean Mayol. Voilà, c'est ce que je disais, merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à vous présenter ce que Air Canada fait. Vous allez pouvoir me confirmer si vous voyez comme il faut la présentation. C'est bon? Super. Alors, donc, merci beaucoup. Air Canada est donc une compagnie aérienne qui fait partie des 20 plus grandes compagnies aériennes au monde et qui est donc basée au Canada, qui a un flux de trafic très important d'un point de vue domestique, mais aussi international, et qui a une très forte conscience de sa responsabilité vis-à-vis de l'environnement, notamment, mais dans l'environnement, dans sa définition, je dirais, globale, donc environnement à la fois social et bien sûr au niveau des enjeux, au niveau de la nature. Comme toutes les compagnies aériennes et comme Elisabeth l'a mentionné précédemment, le transport aérien est actuellement un moyen de transport polluant. Donc, il y a une certaine réalité avec laquelle il faut vivre, une réalité qui est bien nécessaire au déplacement et aux flux mondiaux de l'économie. Donc, dans ce contexte je dirais de réalité à la fois économique et environnementale dans laquelle les compagnies aériennes évoluent, il s'agit de commencer à agir sur à la fois le présent et l'avenir pour faire en sorte que, au final, le transport aérien puisse devenir un mode de transport durable. Et puis, c'est quelque chose qui va se jouer, bien sûr, sur le long terme, mais dont la démarche a bien sûr commencé. Donc, je vais vous donner quelques exemples aujourd'hui, à la fois au niveau de la stratégie et puis au niveau aussi de concrètement, qu'est-ce qui est mis en place dans une compagnie comme Air Canada. Donc, je dirais que la stratégie en elle-même, c'est une stratégie qui est basée sur deux volets, le volet moins et le volet plus. Le volet moins, c'est bien sûr avoir conscience que nous dégageons aujourd'hui des externalités négatives d'un point de vue de l'environnement en termes de carbone, de déchets, mais aussi au niveau du bruit, par exemple, des avions. Et que l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible au fur et à mesure. Donc, moins de carbone, moins d'utilisation d'énergie au total, moins de déchets et moins de bruit dans nos environnements. Puis, du côté plus, c'est de faire en sorte qu'on intègre de plus en plus Air Canada dans les discussions et puis dans les outils de développement de l'environnement, ou du moins d'une conscience de l'environnement. C'est-à-dire collaboration avec des partenaires qui savent ou qui sont en train de développer soit des solutions, soit des techniques, soit des forums dans lesquels on peut participer. Donc, il y a une forte implication à ce niveau-là, mais aussi implication avec je dirais, les collectivités, que ce soit les usagers, les autorités ou les clients. Donc, voilà, une approche vraiment qui est basée à la fois sur ces deux volets principaux. C'est une approche qui n'est pas nouvelle, je dirais, mais qui a le mérite maintenant de se formaliser et qui a de plus en plus, je dirais, de momentum et de moyens auxquels on attache. Mais c'est une démarche qui a commencé dès 2007 pour Air Canada, et je dirais de manière régulière, mais qui s'accélère dans les dernières années. Il y a vraiment de plus en plus de choses qui sont mises en place par Air Canada. Donc, si on regarde juste dans les 2-3 dernières années, c'est sûr qu'on a mis en place des politiques de plus en plus drastiques, je dirais, qui nous permettent d'obtenir, par exemple, certaines certifications qui sont, je dirais, utiles à deux niveaux. Ça donne une lisibilité en interne aux actions et puis aussi une visibilité en externe. Donc, ces certifications, elles ont aussi, je dirais, elles peuvent être utilisées, bien sûr, par les compagnies, par les marques comme Air Canada, d'un point de vue communication, mais je dirais qu'elles sont surtout, elles nous permettent de créer une certaine forme de momentum et de galvanisation en interne au niveau des moyens.
qui sont mises en place. Et puis, la dernière étape de ce processus et de ces démarches que vous voyez ici, eh ben, c'est la formalisation d'un plan d'action climatique de la part d'Air Canada qui a été publié très récemment, qui devait être à la base publié l'année dernière, mais avec la crise du Covid, on l'a adapté à nouveau pour le publier très récemment. Donc, ce plan d'action climatique, il est en fait centré sur l'idée qu'en 2050, Air Canada va être carboneutre, donc zéro émission nette de gaz à effet de serre en 2050, à l'échelle de toutes ses activités, donc que ce soit ses activités au Canada, mais aussi ses activités globales. Pour y arriver, on a des étapes intermédiaires, des cibles, notamment les cibles qu'on appelle les cibles 2030, avec 20% de réduction nette des gaz à effet de serre liées aux opérations aériennes et 30% de réduction liées aux opérations au sol. Parce que quand on est une compagnie aérienne, on a aussi pas mal d'opérations au sol. Il faut en avoir conscience. Et puis, il faut agir dessus. Donc, on a par exemple des outils, des machines, mais on a aussi des infrastructures au sol qui sont toutes émettrices plus ou moins de gaz à effet de serre. Donc, on travaille là-dessus. Ce plan d'action climatique s'associe avec un fort investissement monétaire. On investit à hauteur de 50 millions de dollars dans deux choses principalement, mais une grande partie de l'investissement se fait au niveau des carburants d'aviation durable. Donc, en anglais, c'est un acronyme qui s'appelle SAFE, Sustainable Aviation Fuel. Et malheureusement, très heureusement, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Malheureusement, ce sont des carburants qui actuellement sont disponibles en trop petite quantité, qui ne sont pas produits à l'échelle à laquelle il faudrait qu'ils soient pour pouvoir être utilisés par les compagnies aériennes. Et ils restent encore malheureusement assez chers aussi. Donc, d'un point de vue économique, c'est encore un peu compliqué à intégrer dans les opérations. Donc, on investit pour essayer de gérer ces deux aspects-là, la disponibilité et le fait que ça revienne à un coût de revient un peu moins élevé que le coût de revient actuel. Donc, ça, c'est les objectifs du plan d'action climatique. Maintenant, au niveau de qu'est-ce qui se passe concrètement, ça veut dire quoi réduire l'empreinte carbone d'une compagnie aérienne. La première chose, c'est ce qu'on appelle au niveau du parc aérien, au niveau de la flotte d'avions et de son exploitation. Les avions actuels ont tendance, je dirais, les nouveaux avions actuellement, je dirais, au sein du parc d'Air Canada, ceux qu'on remplace, les avions qu'on remplace par des avions neufs. Les avions neufs ont tendance à avoir en termes un équivalent de passagers transportés, ont tendance à, je dirais, émettre à peu près 25% de moins de gaz à effet de serre. Donc, c'est très significatif. Donc, renouveler le parc aérien et la flotte d'avions a un effet, je dirais, immédiat sur notre capacité à pouvoir limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième volet, c'est l'innovation et la mise en place et, je dirais, la mise en exploitation, ce qui est encore plus dur, de nouvelles technologies, que ce soit par exemple à travers essayer de développer des solutions à l'hydrogène ou des solutions hybrides. Je dirais qu'il y a certains postes dans lesquels c'est plus facile à faire. Par exemple, au sol, on peut plus facilement intégrer des machines ou des véhicules, par exemple, hybrides. C'est beaucoup plus difficile pour les avions. Le temps de développement, c'est beaucoup plus long. Et puis, le poids des batteries fait que aujourd'hui, l'électricité n'est pas une option viable actuellement pour le transport aérien, je dirais, au moins pour la longue distance. Donc, l'hydrogène est très prometteur, mais ça reste encore quelque chose qui demande beaucoup de développement et de certification avant qu'on puisse y arriver. Ça nous emmène à notre troisième volet, qui est donc les carburants durables au sein de l'aviation, c'est-à-dire des carburants issus d'énergie ou de sources renouvelables.
Et ça, c'est, je dirais, assez bien maîtrisé actuellement. Le seul inconvénient de ça, c'est que ça demande de certains types de culture à certains endroits. Et du coup, ça pose potentiellement d'autres questions sur comment est-ce qu'on priorise l'agriculture qui est nécessaire et les surfaces nécessaires pour la production de ce genre de carburant par rapport à potentiellement d'autres productions. Donc, il y a là aussi de forts investissements à faire et puis faire en sorte que ce soit aussi accepté et acceptable par la société. Voilà, donc ensuite, le dernier point, je dirais, c'est sur les stratégies de réduction et d'élimination complètement des gaz à effet de serre. Donc là, on s'attaque directement, je dirais, à deux aspects. On peut tout d'abord faire en sorte de compenser au maximum pour atténuer l'impact. Donc, on sait tous que ce n'est pas forcément l'option idéale, mais actuellement, c'est une des rares et seules options qui est, je dirais, assez efficace à ce niveau-là, puisque tant qu'on n'a pas d'alternative, il s'agit de compenser. C'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est les technologies de réduction. Donc, les technologies de réduction, soit à la source, soit carrément les technologies de capture. Donc, capture du gaz carbonique. Qui est quelque chose qui est de plus en plus, je dirais, fiable et qui semble qu'il y ait des solutions maintenant qui puissent se développer à une échelle industrielle qui sont de plus en plus intéressantes. Donc là aussi, il y aura des avancées assez significatives dans les 5 prochaines années, je dirais. Donc ça, c'est au niveau du plan d'action climatique et plus spécifiquement donc, au niveau, je vais vous donner un exemple de qu'est-ce qu'on fait par rapport à utiliser certains actifs dont nous avons au sein d'Air Canada. Un des actifs principaux que nous avons, c'est le programme de fidélisation Aéroplan. Donc, Aéroplan, c'est le programme de fidélisation qui permet aux clients d'Air Canada d'accumuler des points pour leur voyage, mais aussi à travers leurs dépenses sur leur carte de crédit, par exemple. Donc, les clients Air Canada accumulent un très grand nombre de points et après, ils peuvent les utiliser pour plein de choses, y compris, bien sûr, pour voyager. Mais ce que nous avons fait au sein d'Air Canada, c'est que nous avons fait en sorte qu'ils pouvaient utiliser leurs points ou leurs miles, mais maintenant ce sont essentiellement des points, pour en fait des choses qui sont, je dirais, alignées avec notre vision philanthropique au niveau de l'environnement. Donc là, je vous ai donné trois exemples, mais très rapidement, il s'agit de soit des biens matériels, donc par exemple des biens faits à travers les produits d'une société avec qui nous sommes en collaboration qui s'appelle 4Ocean, qui sont du plastique recyclé à travers du plastique qui est récupéré sur les plages et en mer. Et la vente de ces bracelets va à financer des projets justement de nettoyage et d'entretien des océans et de la vie maritime en général. D'autres choses, c'est au niveau d'une filière, je dirais, plus intégrée de recyclage. Donc, par exemple, les articles Marie Claro qui utilisent le cuir des sièges des avions pour créer des produits qui sont ensuite, dont nos membres Aéroplan ont la possibilité d'utiliser leurs points pour finalement acheter ces produits. Puis la dernière chose, qui est très importante et qui est une très grande source d'utilisation des points de la part de nos membres, c'est de pouvoir utiliser les points pour des crédits carbone. Donc là, ça permet, je dirais, aux gens on revient à ce que Elisabeth et Léo disaient, je dirais là, on est plus dans un cercle vertueux du voyage où je dirais les gens accumulent des points à travers leur voyage, mais ils peuvent utiliser ensuite ces points pour diminuer ou contribuer à compenser leurs émissions de gaz à effet de serre à travers ces crédits carbone. Donc, c'est très simple. Ils vont sur le site internet d'Aéroplan et ils utilisent leurs points et échangent leurs points directement pour des crédits carbone.
Pour ce faire, Aéroplan a conclu un partenariat avec une société qui s'appelle Less Emission. Et donc, à travers cette société, nous transformons en fait la valeur des points en des achats de crédit carbone. Et ça a été déjà très apprécié de la part de nos membres, puisqu'on a déjà plus de 63 000 tonnes de CO2 équivalent qui ont été compensées à travers ces initiatives. Donc, c'est très concret, ça marche, je dirais, assez bien, d'autant plus qu'à travers notre partenariat avec Less Emission, nous sommes très, très, très pointus sur le fait que nous voulons que ce soit associé à des projets de compensation carbone qui soient vraiment viables, qui soient certifiés, qui aient une très forte valeur, qui soient associés au déplacement. Et donc, ça nous permet, au sein d'Air Canada, je dirais, de contrôler la bonne utilisation ensuite des crédits carbone. Je dirais que quand on parle d'actifs que Air Canada a à sa disposition, donc pour la cause philanthropique, donc j'ai parlé d'Aéroplan, et puis j'en reparlerai encore un petit peu, mais je parlerai aussi un petit peu de la Fondation Air Canada. Mais je dirais qu'au niveau de la Fondation Air Canada, donc, comme Léo l'a mentionné, Air Canada a fait le choix de créer une fondation. Il y a déjà de ça plusieurs décennies. Et cette fondation, elle est financée par Air Canada, mais aussi par des appels à des dons extérieurs. Notamment, un des moyens de subventionner ou d'accorder une dotation à cette fondation, c'est notamment aussi en demandant aux membres du programme de fidélisation Aéroplan de pouvoir, par exemple, donner leurs points à la fondation. Et puis ça permet notamment à la Fondation de mettre en œuvre des initiatives très importantes. Donc là, on sort du domaine purement, je dirais, environnemental dans le sens notamment du plan climatique, mais ça va bien au-delà. Par exemple, une action très importante qui est faite par la Fondation Air Canada, notamment à travers la collecte de points, mais aussi par l'entremise d'Air Canada en mettant à disposition des vols, c'est de permettre à des gens qui n'ont pas les moyens financiers d'accéder, de voyager vers les hôpitaux pour aller faire les soins ou les traitements dont ils ont besoin. Le Canada est un pays très vaste au niveau géographique. Donc, il y a beaucoup d'hôpitaux qui sont spécialisés dans certains traitements, mais qui se situent à des centaines, voire des milliers de kilomètres du lieu de résidence des personnes qui sont atteintes d'une maladie. Donc, la Fondation Air Canada met en œuvre des vols ou permet à ces gens-là d'avoir des billets d'avion gratuitement qui leur permettent d'aller faire leur traitement dans les hôpitaux partout au Canada. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Sinon, la Fondation Air Canada a pour but aussi de finalement apporter un soutien à d'autres associations et d'autres collectivités. Donc, un soutien à travers, que ce soit logistique, financier ou à travers en donnant, par exemple, accès à des billets d'avion, par exemple. Donc, la Fondation Air Canada est un outil essentiel et je dirais même principal de l'action philanthropique d'Air Canada au total, et ce qui permet, en effet, comme disait Léo, le fait d'avoir une fondation fait qu'on a des ressources propres, qui fait qu'il y a des ressources dédiées qui sont beaucoup plus efficaces, concentrées et qui permettent aussi de ne pas subir les aléas économiques de la société. Bien sûr, elle est un petit peu impactée par la capacité de la société à subventionner la fondation, mais comme la fondation a aussi accès à des ressources externes, elle est moins sujette au cycle économique d'une compagnie aérienne. Et donc, la deuxième asset, c'est donc le programme de fidélisation. Et au-delà de ce qu'on permet de faire à travers, par exemple, les points échangés en crédit carbone, par exemple,
on a aussi établi une plateforme de dons, une plateforme de dons de points. Donc, tous les membres Aéroplan peuvent décider de donner leurs points à des organismes de bienfaisance qui sont inscrits dans cette plateforme. Et c'est quelque chose de très, très efficace aussi. Ça permet à ces organismes de finalement avoir des points qu'ils peuvent ensuite utiliser pour des voyages. Donc, ça, c'est juste l'image un peu du site, mais pour vous expliquer comment ça marche concrètement, si on prend par exemple un des 350 partenaires que nous avons dans cette plateforme, c'est par exemple Médecins sans frontières, qui est une très grande organisation et qui, grâce à cette plateforme, a pu récolter plusieurs centaines de millions de points donnés par les membres Aéroplan. Et ce que ça leur permet, tout simplement, c'est que ça leur permet, eux, d'utiliser ces points pour leur voyage, pour leur déplacement, ce qui, du coup, leur permet d'utiliser les dons qu'ils reçoivent en argent d'autres sources, d'utiliser ça de manière plus concrète pour, par exemple, des médicaments, des docteurs, de la logistique, des choses qui sont très importantes pour eux. Donc ça, c'est un exemple avec Médecins sans frontières. Nous en avons plein d'autres. Cette plateforme, une des manières qui est utilisée pour engager les membres et engager aussi les associations ou les organismes de bienveillance, c'est à travers ce qu'on appelle le jumelage, les semaines de jumelage. Donc, toute l'année, pendant une semaine, chaque organisme est en période de jumelage avec Aéroplan. Et pendant cette semaine-là, tous les points qui sont donnés par les membres Aéroplan à l'organisme via cette plateforme, tous ces points sont matchés. Donc, Aéroplan donne l'équivalent du nombre de points. Donc, c'est un peu comme si vous faisiez en sorte que vos points valent double pendant cette semaine-là. Donc, ça vous donne aussi un peu une idée on essaye d'appliquer certains mécanismes de marketing à cette plateforme de dons pour en augmenter la valeur et les attributions, les donations, l'engagement des membres, tout ça de manière un peu interactive et de manière, je dirais, assez contrôlée aussi, parce que n'importe quelle organisation ne peut pas s'inscrire sur cette plateforme. Il y a quand même un processus de sélection qui n'est pas drastique, qui permet quand même à la plupart mais qui nous permet quand même de contrôler si jamais il y a de la fraude, ou s'il y a des gens ou des associations qui seraient un peu farfelues. Il y a quand même un phénomène de validation. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, qui vous permet de voir un petit peu de manière concrète ce que une entreprise comme Air Canada fait comme action au niveau philanthropique, au niveau environnemental, de manière plus globale. Merci beaucoup, Pierre-Jean. Merci à vous. C'est le moment des questions et des réponses.